Bonjour à toutes et à tous. Donc avant d'ouvrir officiellement la séance du Conseil, on va procéder à quelques communications. Je vais passer la parole à Corinne Lesbats pour une première communication. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Une communication de l'ordre de la culture pour vous dire que le 24 avril, c'est-à-dire dans une quinzaine de jours, il y aura un concert dessiné au Cuvier de Feydeau. C'est une forme artistique un petit peu inhabituelle, surtout avec la forme du concert qui est entre guillemets du concert métal, qui est plutôt du hard rock des années 70-80. Si je vous parle d'Alice Cooper, Led Zeppelin, Deep Purple, voir les Rolling Stones et les Doors, voilà, c'est le genre de musique qui sera proposé ce soir-là, donc une belle ambiance en perspective. Je vous en parle parce que en fait, il y a plusieurs ramifications par rapport à ce concert. Ce concert a été décidé en lien avec la Fête des Bulles, qui a lieu tous les ans, vous le savez, dans les 4 communes Senon, Lormont, Bassins ou Floirac. Donc nous sommes partenaires depuis plusieurs années avec cette manifestation de Fête de la BD. Le dessinateur justement de ce concert dessiné est un dessinateur de BD, c'est Joanne Guyot, qui actuellement expose à la médiathèque donc des planches de ces BD, entre autres sur le thème justement du rock. Voilà. Il y a aussi un travail qui va être fait avec les écoles d'art. Donc il va y avoir des masterclass avec les musiciens de ce concert et donc avec les musiciens qui sont dans la partie qu'on appelle musique actuelle. Et le lendemain du concert, le samedi 25, il y aura le festival de musique actuelle avec des jeunes et des moins jeunes de notre commune qui participent, qui sont inscrits à l'école Feydeau dans ce type de musique. Voilà. Merci. Et une autre communication, Monsieur Thierry Lureau. Alors, bonsoir à tous. Sans remonter aussi loin que la création des Doors et des Stones, juste un petit rappel sur ce qui se passe au niveau de l'ancien Courtepaille. Je vous rappelle que la structure Courtepaille a fait faillite en mi-2023. Le temps de récupérer les biens, on était mi-2024. Nous sommes aujourd'hui au départ de 2026 et tout ça a été revu et remis en place. Les commerces qui étaient prévus ont ouvert pour la plupart. C'est-à-dire qu'il y a je donne de marque, un magasin de pare-brise qui a ouvert il y a environ un mois et demi. Il y a une station de recharge de véhicules électriques qui a été activée il y a une semaine. Les bornes étaient posées mais pas actives. Elles sont actives depuis un peu plus d'une semaine. Et une boulangerie qui ouvrira avec un peu de décalage sur les provisions. Ça se fera avant l'été. Donc avant fin juin, une boulangerie ouvrira également à cet endroit-là. Voilà, donc en moins de 2 ans, le sujet a été traité. Et pour la petite histoire, nous avons également fait supprimer le grand panneau très moche de Courtepaille qui était énorme à l'entrée de ville. Voilà. Donc on retrouve une entrée de ville à la sortie 1 qui ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Merci. Je peux donc ouvrir maintenant officiellement la séance du Conseil municipal, donc du 13 avril. Et donc je vais commencer par les présences, qui nous permettent de nous familiariser avec le nom de tous les élus. Donc Madame Lesbats. Présent. Monsieur Thierry Lureau, présent. Madame Claire Winter, présent. Monsieur Thierry Verdon, présent. Madame Véro Doussou, présent. Monsieur Pierre Pouget, présent. Madame Marie-Josée Malada, Monsieur Michel Sarjac, présent. Madame Evelyne Dauvilliers, présent. Madame Nicole Bergerot, Madame Sylvie Pérez, présent. Monsieur Didier Dargelas, présent. Madame Corinne Belay, présent. Madame Nathalie Tressard, présent. Alors Monsieur Jaime Caetano est absent. Donné procuration à Madame Nicole Bergerot, Madame Aïcha Meliani, présent. Madame Nathalie Foran, présent. Monsieur Loïc Delay, présent. Monsieur Régis Bonnet, présent. Monsieur Florian Chiron, présent. Monsieur Claude Dauvilliers, présent. Monsieur Mathieu Cholet, présent. Madame Esther Keroy, présent. Madame Gian El Faddi, Monsieur Jonathan Domi, Madame Éléonore Dagama, Monsieur Mehdi Amroun et Madame Naïma Seli. Je vous remercie. Je vous propose donc de nommer en secrétaire de séance Monsieur Thierry Lureau. Pas d'objection. Merci. Vous avez pu prendre connaissance du tableau des décisions. Il y avait 8 décisions dans le domaine de la culture pour des concessions classiques. Et maintenant, je vous propose de passer à la première des 11 délibérations du Conseil. Alors, la première délibération est importante puisque
Nous vous demandons donc, nous accueillons dans ce conseil municipal donc Madame Naïma Sely suite à la démission de Monsieur William André. Donc à la fois je tiens à saluer le travail d'élu réalisé par Monsieur William André dans les 6 années précédentes et puis donc accueillir Madame Naïma Sely donc dans ce nouveau conseil municipal puisque nous prenons acte en fait de cette délibération. Voilà, bienvenue Madame Sely. Ensuite, la délibération numéro 2, numéro 23, donc la deuxième du jour, elle concerne donc l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil du 28 mars. Est-ce que vous avez des questions sur ce procès-verbal? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Nous avons donc 5 voix. Et qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération 23 est adoptée. Nous passons à la délibération 24 que nous avons vue donc en commission réunie. Donc, c'est la création, c'est la mise à jour donc, du tableau des effectifs avec classiquement des créations et des fermetures de postes. Donc, je les ai exposés. C'est essentiellement des avancements de grade qui fait qu'on ouvre un grade supérieur, on ferme un grade inférieur dans le conseil suivant pour équilibrer. Et puis, donc, on a simplement une modification de temps de travail sur un poste à la médiathèque d'adjoint au patrimoine. On passe de 25 heures à 35 heures. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non, il n'y a pas de questions. Mais écoutez, je vous propose de la mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération 24 est adoptée. Ensuite, donc nous passons à la délibération 25 qui est relative à la désignation des délégués de la commune au sein du syndicat départemental de l'énergie et de l'environnement de la Gironde, qu'on appelle le SDEG. Et donc nous vous proposons donc de désigner Monsieur Thierry Verdon, qui dans le passé d'ailleurs a déjà siégé dans cette instance, donc dans la continuité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Monsieur Domi. Question concernant M. Verdon. Nous souhaitons savoir quelle est une directive qui va mettre en place de la ville d'Artigas, s'il vous plaît. À propos de l'éclairage public en général. De l'éclairage public en général. Oui. Écoutez, on y travaille comme on l'avait exposé pendant la campagne. Donc il y a plusieurs solutions techniques. On va prendre en compte les besoins, notamment la partie arrivée donc, de bus express. Donc en fonction des besoins, quand on aura le bus express qui sera là jusqu'à 1h ou 2h du matin, le long du trajet en tout cas, on développera l'éclairage public. D'accord. Et voilà. Ensuite, une autre petite question. Est-ce que c'est possible de baisser, comme vous avez mis en place des lumières LED, c'est possible de baisser en niveau d'éclairage par rapport à la sécurité des habitants, certains endroits? Alors, à certains endroits, on a déjà baissé, mais vous souhaiteriez qu'on le baisse encore plus? Non, mais certains endroits, c'est de l'article, par exemple, à côté d'un 189, c'est vraiment éteint la nuit. D'accord. Vous souhaiteriez qu'on rallume la nuit à certains secteurs sur les grands axes. Là, ça fait partie un peu de ce que je vous disais. On a eu une première phase où on a mis en place donc l'éclairage LED. On a eu l'extinction qui a été de nuit, qui a été demandée d'ailleurs suite à la crise de l'énergie et à la guerre en Ukraine. Donc c'est le gouvernement qui avait demandé à toutes les collectivités de faire un effort en ce sens-là pour économiser l'énergie. Donc de nombreuses communes ont coupé la nuit. Certaines ont décidé de rallumer. Nous, c'est quelque chose que l'on étudie effectivement, de rallumer sur certains secteurs, et comme je vous le disais, en fonction de l'avancée, notamment des besoins réels des habitants. Donc on étudie tout cela. Ça marche, merci. Je vous en prie. Et donc effectivement avec le SDEG, qui est notre conseiller technique, et M. Verdon travaille avec le SDEG sur ces sujets-là. Pardon, il y avait d'autres questions. Oui, Madame Elfadi, pardon. Bonsoir à tous. La question c'est est-ce que vous aurez un délégué suppléant ou pas du tout? C'est prévu ou pas? Ou il sera tout seul à être... Alors pour l'instant, on réfléchit effectivement à la question de conseiller délégué. Oui. Voilà.
Mais pardon, vous dites pour le SDEG? Oui, pour le Quelle est votre SDEG. question? Pour Pardon, le SDEG, excusez-moi. oui. Est-ce qu'il y a... Non, là, effectivement, il n'y a pas de suppléant pour le SDEG. On nous demande de désigner un représentant. D'accord, parfait. Merci. Donc oui, il faut que je mette au vote cette délibération. Pardon. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Et donc qui est pour? Merci. Donc à la majorité, la délibération 25 est adoptée. Passons à la délibération 26 qui concerne donc l'adoption du règlement budgétaire et financier. Bon, c'est un document de 25 pages, je vais vous en faire grâce, simplement pour dire que c'est le document qui permet de rappeler les règles essentielles qui sont obligatoires sur la gestion financière de la commune. Permet de décrire aussi les procédures de la collectivité, de créer un référentiel commun sur lesquels les services de la collectivité pourront s'appuyer, pour permettre donc d'instaurer une culture commune de gestion financière, et puis notamment de régler la question et de décliner la question des autorisations d'engagement, autorisations de programme et crédits de paiement. Et je l'ai exposé l'autre jour en commission, nous allons très certainement mettre au moins des autorisations de programme et crédits de paiement pour la grosse opération qu'est la rénovation de l'école élémentaire du parc. Et donc ce règlement a été simplement adapté au référentiel M57, mais on l'avait déjà adopté il y a 2 ans, donc c'est la même chose que je demande au Conseil de réadopter cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien écoutez, je mets au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien à l'unanimité, la délibération 26 est adoptée et je vous en remercie. Alors, maintenant, nous allons passer à la délibération qui va forcément donner lieu à un peu plus de débats, puisque, comme son nom l'indique, c'est la délibération relative au débat d'orientation budgétaire. Alors, je vais me charger pour cette fois-ci de présenter le débat d'orientation budgétaire, mais à l'avenir, ce sera M. Michel Sarjac, qui est adjoint au RH et aux finances, qui va reprendre progressivement tout ça, donc probablement dès le prochain conseil municipal. Donc je démarre pour cette fois-ci. Alors, le débat d'orientation budgétaire. Je reprends quelques notes puisque c'est un document quand même assez dense. Alors, donc sur les éléments introductifs, donc la question de la perspective mondiale, on voit qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient, il y avait une perspective de croissance mondiale qui avait été établie par le FMI à 3,3%. On ne sait pas encore si effectivement c'est quelque chose qui va se maintenir avec cette crise au Moyen-Orient, et on craint, outre un repli de croissance, certainement en effet une augmentation de l'inflation avec des conséquences qui sont attachées comme la hausse générale des prix. C'est ce que l'on avait vu avec le début de la guerre en Ukraine. Au niveau national, donc, l'État ne disposera certainement, nous le savons, que de peu de capacités pour mettre en place des mécanismes pour atténuer cette hausse des prix. C'est ce qu'on voit en ce moment avec la crise sur le gasoil ou sur l'essence. Et d'ailleurs, la Cour des comptes rappelle que la nécessité de ne pas systématiquement remettre l'effort à plus tard pour limiter l'endettement. Donc l'aggravation de la dette publique, sur ce qui est présenté ici. Donc on voit qu'en 2025, le déficit public, on pourrait s'en féliciter, mais il a atteint encore 5,1 points de PIB, ce qui est mieux que les 5,8 de 2024. Néanmoins, en 2025, le premier poste de dépense, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est les intérêts et frais financiers. Ce n'est pas le remboursement du capital, mais ça représente quand même 65 milliards d'euros pour le pays, et ce qui est le poste le plus important devant donc l'enseignement ou même la défense. Les conditions du financement de la dette sont donc ainsi de plus en plus coûteuses, on le sait. Puis au niveau européen, on voit que la France est un des pays les plus endettés. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur le diagramme qui est là, mais on a la Grèce qui est devant nous avec autour de 150% de son PIB. On doit avoir l'Italie autour de 130%, je crois la Belgique est pas loin aussi, et nous sommes à 114% en 2025, et en 2026 on risque d'atteindre les 118,6% du PIB. Donc sur la planche
Suivante. Donc, au niveau local, donc les finances locales au niveau global restent en déficit, puisque l'exercice 2024 fait apparaître un besoin de financement de 16,7 milliards d'euros, mais qui correspond seulement, allez-je dire, à 0,6% du PIB. Donc le poids des administrations publiques locales dans le déficit global est quand même mineur, et il représente moins de 8% du total. Néanmoins, la Cour des comptes continue d'affirmer la nécessité de continuer à associer les collectivités au redressement des comptes publics, et ce qui prend notamment en compte, on va le voir, une forme de hausse des cotisations, par exemple sur la caisse de retraite, la CNRACL, ou encore d'autres sigles que je détaillerai un petit peu tout à l'heure, le DILICO ou autres. Donc, concernant la loi de finances pour 2026, donc pour la deuxième année consécutive, c'est une loi de finances qui est apparue très tardivement et qui a rendu de plus en plus complexe la préparation de nos budgets locaux, puisqu'on voit que le dépôt du projet de loi de finances a eu lieu en octobre 2025, il y a eu une loi spéciale, puisque le budget n'avait pas été adopté, comme vous le savez, loi spéciale au mois de décembre, juste après Noël 2025. La reprise de l'examen du projet de loi de finances en janvier 2026 et seulement la promulgation de la loi de finances au 20 février 2026. Donc dans ces conditions, il est toujours très difficile pour nous de travailler et de faire des prévisions fiables. Donc s'agissant des principales mesures de la loi de finances 2026 pour les communes, le texte prévoit donc de figer la dotation globale de fonctionnement à 27 milliards d'euros, bien sûr pour l'ensemble des communes. Une augmentation donc de la péréquation qui sera financée par l'écrêtement de la partie forfaitaire, des variables d'ajustement, alors ce qui concerne essentiellement, donc les cibles qui sont là sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, et puis le fonds départemental de péréquation. Un dispositif de lissage qui est intervenu l'année dernière, alors on était pour article autour de 27 000 euros. On nous avait annoncé près de 200 000 euros de prélèvements supplémentaires. Par chance, il n'y a eu aucun prélèvement cette année, donc nous en avons été exonérés, et tant mieux, mais nous ne savons pas si cela va durer à l'avenir. En tout cas, on peut au moins se satisfaire de ce point-là. Par contre, l'augmentation du taux de cotisation des employeurs à la CNRACL, qui a commencé en 2024, est partie donc pour 12 points sur 4 ans. Donc on est déjà, on a eu donc 3 points en 2024, 3 points en 2025. Donc nous aurons 3 points en 2025, 3 points en 2026, 3 points en 2027 et 3 points en 2028. Donc pour 2026, on sera à 6 points de plus par rapport à 2024 et on est presque à 100 000 euros pour 3 points, ce qui fait des sommes conséquentes pour la ville. Et puis donc d'autres dotations, dotation de soutien à l'investissement local qui perd 200 millions d'euros au niveau national, ainsi que le fonds vert qui perd 300 millions d'euros, tout ça par rapport à 2025. Alors, le point suivant. Donc, la situation financière, oui, de Bordeaux Métropole. Bon, je ne vais pas en dire grand-chose, simplement que le taux d'épargne brute se maintient autour des 15%, donc la dette est autour de 2 milliards, elle augmente légèrement en 2026, et que la capacité de désendettement est à 10 ans pour un plafond de dette pour ce type de collectivité qui est à 15 ans, et donc avec une prévision de ramener à 10,3 ans en 2028. Cette dette de Bordeaux Métropole. Donc Bordeaux Métropole elle-même est impactée par le DILICO, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure. Lui a été impacté sur les collectivités de cette strate-là, et c'est des dizaines de millions d'euros qui sont prélevés par l'État pour notre PCI qui est Bordeaux Métropole. Alors, si l'on se concentre sur le niveau local, puisque le niveau national, international et métropolitain a été passé en revue, on voit avec toutes les contraintes que cela impose. Malgré tout, donc la commune en 2025, nous avons une situation financière qui a poursuivi son amélioration, puisque nous avons arrêté l'effet ciseau, c'est-à-dire que les recettes de fonctionnement ont augmenté donc de 3,9%, alors que les dépenses réelles n'augmentaient que de 1,76%. Alors pendant plusieurs années, on avait du mal à contenir et à avoir plus d'augmentation de recettes que de dépenses.
Bon, il faut quand même rester prudent hein, sur l'avenir. Hein. On voit que le contexte, encore une fois, ce contexte national, international risque de peser sur les communes avec la demande de contribution à l'effort national de redressement des comptes publics. Alors, s'agissant des indicateurs de santé financière, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est la capacité de désendettement qui passe donc à 2,3 ans contre 2,64 en 2024. Ça veut dire que si l'on souhaitait rembourser la dette, c'est ça cet indicateur, en utilisant l'intégralité de notre épargne brute, c'est-à-dire que si on n'investissait plus du tout, en 2 ans simplement, on aurait remboursé la dette. Et donc cet indicateur, il est intéressant puisque le seuil d'alerte est à 10 ans, le seuil d'insolvabilité est à 15 ans, donc on en est loin. Et au niveau des villes de la métropole, nous sommes en 6e position sur 28, parmi les meilleurs élèves. On est le 6e meilleur élève de la métropole. Pour le taux d'épargne brute, donc qui est en hausse, donc ça c'est bien quand il est haut, hein, à l'inverse de l'autre taux. Donc là, le seuil d'alerte est à 10% et le seuil d'insolvabilité à 7%, donc on s'en éloigne encore cette année, puisqu'il était de 14,9% en 2024 et il s'établira à 16,66% en 2025, sachant qu'en 2024, on était en 7e position sur les 28 de Bordeaux Métropole, ce qui était aussi une bonne performance. La section de fonctionnement. Alors, pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement du projet de budget 2026, hein, donc on voit que malheureusement, alors que l'on aurait espéré pouvoir compter cette année sur encore un maintien de la part forfaitaire, hein, de la dotation globale de fonctionnement, donc c'est la courbe traditionnelle maintenant, mais qui n'en finit plus de descendre. Alors maintenant, elle va bientôt s'arrêter de toute façon, puisqu'on sera passé de 841 000 euros en 2012 à 3 000 euros maintenant, en 2026. On espérait pouvoir compter sur 95 ou 99 000 euros. On avait mis 99 000 euros, je crois, au budget prévisionnel. Donc on sera obligé de faire une modification hein, dans la décision modificative que l'on établira, je pense, au mois de juin, probablement. On sera obligé de rétablir ça. On n'a pas eu le temps de le faire avant. Donc on voit qu'il nous reste péniblement 3 000 euros. On a une légère augmentation de la dotation de solidarité rurale à 164 000 euros. On avait prévu 150 000, donc là c'est une bonne surprise, mais de seulement 14 000 euros. La différence entre les deux, c'est qu'on perd encore 80 000 euros de recettes en provenance de l'État. Donc je vous annonce qu'il y aura, je vous propose hein, que nous ne proposons pas de hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous estimons que les résultats cette année étaient malgré tout suffisants pour ne pas avoir de hausse de cette cotisation et nous sommes engagés à nous maintenir en dessous de la moyenne. Et j'ai déjà vu que d'autres communes de la métropole ont commencé à faire en sorte d'augmenter la taxe foncière, puisque tout le monde n'a peut-être pas eu les mêmes aussi bons résultats que nous l'année dernière. Donc et puis peut-être en prévision aussi de ce qui peut nous arriver, nous on a estimé que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Un maintien donc de la TLPE à 208 000 euros dans la taxe sur la publicité. Les droits de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, alors par chance ont été en forte hausse en 2025. On est passé à 608 000 euros alors qu'on était les années précédentes, donc c'est le graphique en haut à gauche. Hein. On était plutôt autour de 300 quelques mille euros, 350 000 euros. Donc on sait qu'on a eu 2 opérations ou 3 exceptionnelles, une petite reprise du marché de l'immobilier, mais qui risque de s'arrêter. Donc pour 2026, on va prévoir une recette seulement à hauteur de 390 000 euros. On a peu de chance, on verra bien, mais avoir de nouveau une bonne nouvelle de ce type-là. Et pour les produits des services, on propose de rester stable à autour, dans le prévisionnel, de 416 000 euros. Alors, sur les dépenses de fonctionnement, donc les charges à caractère général enregistrent donc de budget prévisionnel à budget prévisionnel hein, l'année dernière, en 2025, donc une diminution du chapitre de 10%, à la fois donc une diminution des charges liées à la fin de la location des modulaires, une bonne maîtrise au niveau des fluides,
mise en service, par exemple, de la chaudière biomasse et puis de réduction, on en parlait tout à l'heure, le maintien de limitation de la consommation de l'éclairage public. Ça participe aussi à avoir des dépenses de fonctionnement limitées. La diminution donc, prévisionnelle des charges à caractère général, donc notamment ce que je viens d'expliquer en fonction pour les fluides, mais aussi pour l'alimentation. Donc des dépenses de personnel en progression de 6,17%. Alors à la fois on a des facteurs externes comme on l'expliquait. Donc on a ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité, c'est l'avancement, la promotion des agents. Et puis aussi le fameux prélèvement encore de 100 000 € cette année sur les cotisations de retraite des agents. Et puis aussi le fait que nous avons maintenant en 2025 une année pleine de fonctionnement de l'école Joséphine Baker. Donc quand on ouvre un nouveau bâtiment, il y a toujours des effets de charges de personnel, ne serait-ce que l'entretien, qui sont des charges supplémentaires. Et sur les facteurs internes, on a aussi l'indexation du système de primes des agents qui est indexé sur l'inflation. Donc automatiquement, ça fait augmenter la masse salariale du côté des dépenses. Sur les autres charges de gestion courante, alors la politique donc nous maintenons la politique associative avec le maintien de l'enveloppe 2025 à hauteur de 48 000 €, de nouvelles subventions, donc une aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique pour 1 500 € et une subvention à l'association développement économique, l'association Woodrise Valley dans le secteur de la blanchérie pour développer ce secteur à hauteur de 3 600 €, sachant que ce sera décroissant. On va le maintenir encore une année et ensuite le réduire pour que cette association vole de ses propres ailes, puisqu'elle va augmenter en nombre d'adhérents qui sont les entreprises. C'est simplement pour amorcer ce développement économique auquel nous tenons. Et enfin, les enveloppes dédiées à chacun des établissements publics de la ville. Donc le CCAS, pour lequel on va maintenir la subvention à hauteur de 351 000 €. Et pour les écoles d'art, mais j'en parlerai tout à l'heure dans le budget, on va ramener à 210 000 €, qui est le juste besoin. Vous verrez que les écoles d'art ont eu des résultats positifs à hauteur de 60 000 €. Ce n'est pas nécessaire pour l'école d'art, donc on va réajuster ça à 210 000 €. Je précise que le remboursement des intérêts de l'emprunt, qui est dans le budget de fonctionnement, est à hauteur de 114 400 €. Sur la partie de la section d'investissement, donc du projet, donc le compte administratif enregistre plus de 2,28 millions € de dépenses d'investissement, dont une grande partie qui portait sur des reliquats de factures qui étaient liés à la construction du pôle éducatif Joséphine Baker et de la chaudière biomasse du château Feydeau. Donc on peut se féliciter d'avoir un système qui ne dépendra pas de l'envolée certainement des prix du gaz l'année prochaine, comme on peut le craindre. Et donc on cite aussi plusieurs autres projets qui ont été réalisés sur 2025, la réfection du sol, le plus important, du gymnase Nelson Payot, autour de 100 000 €. Bon, on a aussi les restes à réaliser. Les travaux d'éclairage public sont toujours importants, autour de 192 000 €. Des travaux sur le restaurant scolaire, notamment un chauffage climatisation qui a été refait pour 72 000 €. Et puis, par exemple, la régénération de cours de tennis couverts pour 25 000 €, ainsi qu'une pose de nouveaux modules sur l'aire de jeu municipale pour 24 000 €. Alors, les principaux investissements que l'on vous propose sur 2026, qui reste malgré tout un budget de transition, les grosses dépenses se feront après. Néanmoins, donc, on reconstitue une trésorerie qui va être réservée pour la concrétisation des opérations à venir, notamment la grosse restructuration de l'école élémentaire du parc, rénovation énergétique, donc pour 5,14 millions d'euros, et la rénovation énergétique des bâtiments publics en général pour 2,4 millions d'euros. Donc effectivement, ça, c'est des opérations qui sont isolées, qui ne seront pas dépensées sur le budget 2026 en intégralité. C'est quelque chose qui va se faire, et c'est là où on mettra en place une autorisation de programme, notamment sur l'école élémentaire du parc, pour mieux décrire les financements et les dépenses qui vont être réellement exécutées au cours des 2 ou 3 prochaines années.
Pour la médiathèque, donc, nous envisageons le remplacement du groupe froid par un système réversible chaud-froid ainsi que le changement de la VMC. On avait prévu de le faire au cours de 2025, la VMC d'une part et la climatisation chauffage cette année. On n'a pas pu le faire l'année dernière, donc on fera les deux en même temps. Donc les travaux seront un petit peu plus longs. Il y aura une période de fermeture de la médiathèque. Je pense que ce sera après, autour du mois d'octobre probablement, mais on vous redira tout ça. L'agencement de terrain, donc avec notamment l'éclairage solaire de la voie verte de l'avenue du Pérou pour 50 000 euros, l'enfouissement de réseau pour 62 000 euros, la pose de mobilier urbain 24 000 euros et l'acquisition d'un nouveau véhicule pour les services techniques. On renouvelle le matériel à hauteur de 30 000 euros. Pour les écoles, donc, on aura la programmation de la rénovation de l'école à 180 000 euros, les travaux sur le restaurant scolaire 45 000 euros, l'achat d'un nouveau four à 20 000 euros. Voilà, donc d'autres éléments sur le maternelle de la Plaine. On souhaite désartificialiser la cour. Sur les bâtiments sportifs, on va finir le sol de la deuxième petite salle du gymnase Nelson Payou. On va travailler sur la piste de BMX aussi. On avait déjà fait une première partie. Il faut terminer, donc ce ne sera peut-être pas le remplacement de la grille, mais quelque chose qui semble plus urgent compte tenu des pluies du mois de ce début d'année. Peut-être passer à la réfection d'un virage plutôt et inverser, faire la grille l'année prochaine si elle peut tenir encore un an. Et sur les autres bâtiments, réfection de façade au château bétail, ateliers municipaux, les archives municipales, c'est un point important et réglementaire. Il faut que l'on mette aux normes ce local pour protéger nos archives, c'est une obligation légale. Et puis voilà, quelques petits montants de frais d'études sur la réfection de charpente, ici même du château Feydeau, avant de se lancer dans une réfection plus globale, et la réfection du sol de l'accueil de l'hôtel de ville. Voilà pour les principaux. Alors sur les recettes d'investissement, donc nous avons le fonds de compensation de la TVA, puisque nous avons réalisé des investissements importants les années précédentes. Donc le fonds de compensation, l'État nous rembourse 16% des 20% donc de TVA, avec une année de décalage, la taxe d'aménagement, l'excédent reporté de l'année dernière et les dotations aux amortissements, tout ça pour 4,35 millions d'euros. On n'aura pas de recours à l'emprunt cette année, bien sûr, et le virement de la section de fonctionnement à 4,95 millions d'euros. Donc pas de nouvel appel à l'emprunt en 2026, sachant que la commune donc dégage une capacité de financement de 1,58 million, qui est en légère progression par rapport à 2024. J'arrive presque à la fin, donc les éléments de prospective et de gestion de la dette. Alors donc, dans cette analyse prospective, ce qui est une prévision de ce que ça pourrait donner en fonction des différents événements, on a imaginé un emprunt qui est hypothétique à ce stade, de 2 millions d'euros en 2026. On essaie de voir qu'est-ce que ça donnerait si on devait emprunter 2 millions d'euros, malgré les éléments que l'on a déjà devant nous, mais si la situation venait à se dégrader fortement, comme je vous le disais, sur l'énergie notamment, comme ce qu'on avait subi avec la guerre en Ukraine, ou si l'État, je ne sais pas ce qui va se passer en 2027 et quel gouvernement nous aurons, mais ponctionner encore plus violemment les collectivités pour maintenir quand même les projets que l'on a envisagés, on le sait, notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a une certaine urgence climatique, même si certains ont tendance à l'oublier. Si nous devions donc envisager un emprunt de 2 millions d'euros, on s'est lancé dans cette projection qui montre donc effectivement, donc là, on était remonté sur un certain nombre d'éléments. Donc la projection elle se base sur des perspectives qu'on a essayé d'être relativement prudentes en recettes et volontaristes en dépenses. Et donc on montre que des facteurs tels que l'emprunt dont je viens de parler ou les fortes contributions au redressement aurait pour conséquence de rétablir ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est qu'effectivement on voit que les courbes, la différence entre nos recettes et nos dépenses deviendrait de plus en plus fine et limiterait nos capacités d'investissement avec la capacité d'autofinancement, d'où la nécessité d'un recours. Donc le taux d'épargne brut, il demeurerait malgré tout au-dessus du seuil des 7%, tandis que la capacité de désendettement, elle conserverait un niveau qui reste quand même satisfaisant, autour de ce qu'on voit sur les autres communes de 4,59 années. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas une assurance, mais c'est une prospective que l'on fait pour se rassurer. On se dit si on a besoin de cet endettement-là,
on pourra le faire et ça ne mettra pas la commune à genoux. Et donc sur la gestion de la dette, bon, donc là elle est historisée depuis 2015, donc avec les emprunts pour l'école Joséphine Becker, un investissement dans les LED qui était donc en 2023. On a fait un investissement de 3 millions pour l'école, 1 million pour les LED, et donc l'on rembourse d'année en année, et notamment les LED nous permettent à elles seules de rembourser une bonne partie du capital, dont le capital de remboursement chaque année, je n'ai pas sous les yeux, il est autour de 200 et quelques 1000 euros. Voilà pour la partie du budget, et je vais dire un mot du budget annexe donc des écoles d'art. Alors sur le budget annexe, pardon. Oui, donc je finissais sur l'encours de la dette de la ville, donc qui s'établit à la fin, à 371 millions d'euros, soit 424 euros par habitant contre 424 par habitant contre 453 en 2025, donc en amélioration puisqu'on rembourse effectivement chaque année un peu de ces emprunts. Voilà pour la partie du débat d'orientation budgétaire de la ville. Je termine sur la partie du budget annexe assez rapidement, et puis ensuite bien sûr on viendra au débat proprement dit si vous avez bien sûr des interventions. Donc le budget des écoles d'art donc, il s'établit à 338 000 euros en recettes et dépenses de fonctionnement et à 8 257 euros en recettes et dépenses d'investissement. Donc bien sûr le budget est beaucoup moins important. On voit que le résultat de l'exercice en fonctionnement était à 33 798,38 euros et en investissement nous avions aussi une recette de 601 euros. Ce qui fait qu'au total nous avons un résultat définitif de 59 000 euros, ce qui explique que pour 2026, nous réduirons la subvention. Il n'est pas nécessaire de verser encore 250 000 euros, puisqu'on a ces 59 000 euros qui n'ont pas vraiment d'utilité dans l'école d'art, puisqu'on n'investit pas massivement. En général, le résultat, notamment celui de la commune, il sert à investir dans les années après, dans les années qui suivent. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation. Et je suis prêt à ce qu'on lance le débat. Monsieur Chollet, je vous en prie. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc oui, plutôt des commentaires généraux que l'on souhaite communiquer auprès de l'Assemblée. Donc le débat d'orientation budgétaire que nous examinons aujourd'hui ne peut pas être abordé comme un simple exercice administratif. Il intervient, on le sait tous, dans un contexte où chaque euro où les collectivités sont mises sous pression, où les marges de manœuvre se réduisent, où la moindre imprudence peut avoir des conséquences durables. Dans un tel environnement, nous avons le devoir d'être lucides, exigeants et d'affronter les réalités sans détour. Or, ce DOB, s'il décrit correctement le contexte, laisse de côté l'essentiel, la manière dont la commune entend affronter les risques qu'elle identifie elle-même. Il y a donc un décalage entre le constat posé et les réponses apportées, un décalage entre la gravité des enjeux et la légèreté des solutions proposées, un décalage entre la situation d'aujourd'hui et la trajectoire de demain. Car oui, même si la situation financière est solide actuellement, cette solidité repose sur un équilibre qui, malgré tout, reste fragile, un équilibre qui, selon vos projections, commence à se fissurer dès 2027. L'effet ciseau que vous avez réussi à contenir menace de réapparaître. Les dépenses augmentent plus vite que les recettes, l'épargne brute se contracte, la capacité d'investissement se réduit, et pourtant le discours reste rassurant, presque anesthésiant, comme si ces signaux faibles n'étaient pas déjà des signaux d'alerte. Les charges de personnel constituent un exemple frappant. L'augmentation du taux employeur, qui passe de 31,65 à 43,65 en 2028, est un choc financier majeur. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une découverte, c'est une réalité programmée, connue, annoncée. Et pourtant, aucune stratégie pluriannuelle n'est présentée pour absorber cette hausse. On constate, mais on n'anticipe pas. On subit, mais on ne planifie pas. C'est une imprudence, et une imprudence qui risque de nous coûter. À cela s'ajoutent des risques financiers exceptionnels, ceux en lien avec le climat social négatif et les frais de justice que l'on suppose conséquents. Le budget de 2026 est qualifié de technique, mais derrière ce mot se cache une réalité politique. L'absence de vision claire pour la mandature à venir. Reporter les choix structurant la décision modificative
c'est repousser les débats essentiels, c'est présenter un budget amputé de ces orientations majeures, c'est demander aux élus de se prononcer sur un document qui ne dit pas l'essentiel, c'est priver les habitants de la lisibilité qu'ils sont en droit d'attendre. Les investissements, eux, manquent de cadrage. Le document évoque la poursuite de projets engagés, mais ne présente aucune stratégie globale. Le cas des écoles est emblématique. Il s'agit probablement du plus gros investissement de la nature, et pourtant, rien n'est dit sur les périmètres exacts du projet, sur le scénario retenu, sur le financement envisagé, ni sur l'impact de cet investissement sur notre capacité de désendettement. Comment dès lors parler d'orientation budgétaire sans aborder clairement un projet aussi structurant? Comment prétendre planifier sans présenter un plan pluriannuel d'investissement? Comment anticiper sans vision consolidée sur les 7 prochaines années? Enfin, la prospective financière présentée est insuffisante. Un seul scénario, aucune alternative, aucune simulation. À ce titre, on le sait que la commune de Senon a proposé 3 visions du double, une vision optimiste, une vision pessimiste et une vision médiane. Dans une période aussi incertaine, ne pas explorer plusieurs trajectoires possibles, c'est peut-être se priver d'un outil essentiel de pilotage. C'est avancer avec une visibilité que l'on qualifie de réduite, alors même que les risques sont identifiés. C'est prendre le risque de découvrir trop tard ce qu'on aurait pu anticiper. Monsieur le maire, chers collègues, ce DOB n'est pas à la hauteur des enjeux. Il décrit, mais il n'affronte pas. Il constate, mais il n'anticipe pas. Il rassure, mais il ne protège pas. Il présente une situation encore favorable, mais il ignore les fragilités qui pourraient la faire basculer. Notre responsabilité collective est de refuser toute forme de confort. Notre responsabilité est d'exiger une vision, une stratégie, une transparence totale. Notre responsabilité est de rappeler que la solidité d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain si nous ne faisons pas les choix nécessaires au bon moment avec toutes les informations sur la table. Nous devons donc être à la hauteur des enjeux, et cela commence par un DOB qui ne se contente pas de décrire, mais qui assume, qui anticipe, qui planifie et qui éclaire réellement les décisions à venir. Je vous remercie. Merci, M. Cholet. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole, Mme Dagama? Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vais tâcher d'être assez brève parce que de nombreuses choses viennent d'être dites. Le budget que vous nous présentez, comme vous le dites, est un budget technique. Mais derrière cette qualification, il y a tout de même des choix qui sont politiques ou des non-choix politiques, puisque vous décidez d'investir dans de nombreux projets, mais on voit qu'à travers de nombreux investissements, vous omettez aussi certains points, notamment sur la police municipale, sur la sécurité, puisque vous ne créez pas de poste administratif pour l'administratif de la police municipale, qui est une demande assez forte et essentielle. On ne demande pas forcément quelque chose d'infaisable ni d'infinançable, mais simplement une mesure qui permettrait d'être réellement à l'écoute des agents publics. Et ensuite, sur le fond du débat d'orientation budgétaire, donc, vous présentez une situation qui est globalement saine, mais avec des fragilités qui sont tout de même croissantes, avec la crainte toujours de l'effet ciseau, avec des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes, avec un contexte national globalement défavorable pour les collectivités, avec notamment plusieurs points de tension, un désengagement progressif de l'État, avec la chute donc, de la part forfaitaire de la DGF, comme vous l'avez dit précédemment, qui passe donc de près de 80 000 euros à moins de 4 000. Des dépenses de fonctionnement en hausse, avec donc des charges de personnel qui ne cessent d'augmenter et atteignent plus de 60% du budget, notamment à cause de facteurs aussi bien internes qu'externes. Et face à cela, on a aussi certaines recettes qui reposent sur des bases fragiles, avec des perspectives d'épargne brute qui sont en dégradation, ce qui vient donc interroger sur notre capacité à investir à moyen terme. Pour ne pas reprendre les termes de M. Cholet, c'est un document qui constate plutôt qu'il n'anticipe. Et donc à travers cela, nous avons plusieurs questions. La première, ce serait quelle stratégie concrète comptez-vous mettre en place pour maîtriser durablement les dépenses de fonctionnement, en particulier les dépenses de personnel? Ensuite, comment entendez-vous anticiper la baisse structurelle de nos ressources? Et enfin, quelle est votre vision à moyen terme pour préserver notre épargne brute et maintenir notre capacité d'investissement? Merci à vous.
Alors, je vais répondre. Bon, je vais essayer de répondre un petit peu aux deux questionnements. Alors, à la fois, tout le monde me demande d'augmenter, et vous-même d'ailleurs, dans les programmes qu'on a pu voir pendant la campagne électorale, chacun y allait, d'augmentation importante, notamment de la police municipale. Vous reprenez en partie sur un poste administratif Madame Dagama, mais je sais que l'équipe dans son pouvoir article avait souhaité doubler les effectifs de la police municipale. Bon, alors je sais pas, là, pour le coup, je ne sais pas où on trouve l'argent. Donc on sait que c'est les promesses électorales, mais quand même. Donc il faut effectivement être raisonnable et réaliste et regarder ce qui est capable de faire. On a fait le travail pendant 6 ans, donc, et les Artiguais nous ont fait confiance. Et on voit qu'effectivement la situation financière de la commune est saine. Et ce qui arrive devant nous, effectivement, notamment sur la question de l'énergie, on a prévu, d'une part, le plus gros consommateur d'énergie aujourd'hui, c'est l'école élémentaire du parc. Donc c'est cette école-là que l'on va rénover. On a 2,4 millions d'euros aussi qui sont prévus sur une seconde opération pour engager ces travaux-là. Donc ce sont ce type de travaux qui vont permettre aussi de limiter les dépenses d'énergie. Concernant les personnels, alors déjà une première chose, c'est que j'ai un adjoint cette fois-ci au RH qui va travailler à cette activité-là, donc M. Michel Sarjac, qui a une longue expérience dans le domaine. On va travailler sur la partie RH pour essayer de contenir, mais effectivement, si l'État continue de faire en sorte de prélever sans cesse, puisque maintenant il ne nous donne plus rien, donc finalement ce qu'il fait déjà depuis l'année dernière, il prélève sur la masse salariale au travers de la CNRACL, effectivement ça va être compliqué. Donc moi j'invite chacun à faire en sorte de bien choisir en 2027 quel sera le gouvernement qui va faire en sorte qu'on arrête de ponctionner sur les collectivités, parce que ce ne sera plus tenable. Et effectivement, on n'aura pas de baguette magique pour faire en sorte que ça s'arrête. Donc si l'État continue, il y a un moment donné, il faudra réagir au niveau des citoyens de ce pays. Vous dites que l'on ne planifie pas. Si, Monsieur Cholet, d'une part, il y a longtemps qu'on a planifié. Par contre, moi j'ai refusé d'engager et de plus avant les études sur la rénovation de l'école élémentaire du parc pour éviter de faire ce qui s'était passé quand je suis arrivé en 2020, où Madame Jacquet avait avait engagé pour 800 000 euros des études au niveau de l'école la veille du premier tour de l'élection municipale. Alors, comme en plus il y avait eu 3 mois avant le deuxième tour, ben effectivement, les études étaient lancées, ça coûtait 200 000 euros à la ville, cette petite aventure. Donc oui, on a prévu des choses, mais de manière limitée, et il était tout à fait normal que l'on soumette au suffrage des Artiguais les différents choix. Et si quelqu'un d'autre avait été à ma place, vous auriez peut-être été très satisfait que l'on n'ait pas engagé des sommes folles ou des sommes importantes pour pouvoir réaliser vos projets. On voit que dans d'autres communes, on a des élus qui veulent arrêter des projets d'école alors que la dalle est déjà coulée. Bon, voilà. Donc oui, on a prévu des choses. Ne soyez pas inquiets. Tout cela est prévu et on vous donnera les évolutions en temps et en heure. Après, vous prenez l'exemple de la ville de Senon. Pardonnez-moi, mais la ville de Senon, c'est 25 000 habitants. On n'a pas tout à fait les mêmes... oui, non, mais enfin, on n'a pas non plus des dizaines d'agents pour travailler. Le travail comme ça sur le DOM, c'est quand même, surtout dans une période qui est celle du renouvellement des exécutifs, il y a beaucoup de travail pour les services. Et donc, effectivement, après, on peut faire tout ce qu'on veut, faire du plus... Mais quelle est la différence ? Là, tout ce qu'on peut dire, c'est effectivement s'il y a une prévision, sachant que, encore une fois, quand on n'a pas le budget de l'État et qu'on l'a au tout dernier moment, là, on attendait 99 000 euros sur la dotation forfaitaire, finalement, on ne nous donne plus rien. D'un autre côté, heureusement, on risquait de nous prélever 200 000 sur le Dilico, voilà, on ne l'a pas eu. Donc c'est très très difficile de faire des prévisions. Alors après, effectivement, on peut toujours faire une hausse, enfin un budget un peu plus haut, un budget un peu plus bas. La vérité, c'est qu'on ne sait pas effectivement ce qui va nous arriver. Simplement, on a été prudent et on a effectivement, dans les comptes de la commune, de quoi voir venir. Et on a ce que l'on a promis, on est en capacité de le faire dès maintenant. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, il faut faire des efforts sur la masse salariale notamment, autant que l'on peut, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des mouvements sociaux, des revendications, des agents qui fassent en sorte qu'il faille
augmenter leur salaire, mais sur lequel on peut comprendre. Simplement, à chaque fois que l'État augmente la valeur du point d'indice, dans le même temps, il nous enlève les moyens de payer les agents. Voilà. Je voulais rajouter un point. Alors je pense je ne sais pas s'il est dans le débat d'orientation budgétaire, je pense, mais sur la sécurité, quand même, on a prévu cette année, en 2025, un budget, M. Verdon, je crois que c'est de 13 000 € pour la rénovation du système du logiciel des caméras, puisque c'est un système qui est devenu très vite obsolète. Et je crois qu'on l'a noté, je ne sais pas si on... Oui, voilà. Dans le débat d'orientation budgétaire, à la page 30, sécurité, acquisition d'un nouveau logiciel de gestion des caméras de vidéoprotection et des placements de caméras pour 12 500 €. Ça répond en partie à votre question sur la sécurité. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres réponses sur ce débat-là, sachant qu'on va se voir dans 15 jours sur le budget proprement dit, où là vous aurez les éléments qui seront consolidés, notamment sur cette histoire de dotation forfaitaire de l'État à la baisse. Et j'attends aussi, moi, des propositions de votre part, puisque j'entends que vous me demandez où on souhaite aller, mais est-ce que vous avez des propositions à faire, à part celles qui ont été prévues dans vos projets? Et encore une fois, quand on estime que l'on peut doubler les effectifs de la police municipale, je ne sais pas avec quels moyens on est capable de faire ça. Même si, effectivement, il y aura au cours de ce mandat des ajustements possibles sur la question du poste administratif. C'est quelque chose qu'on va examiner, bien sûr, mais comme sur d'autres. Moi, j'ai tous les services presque qui me demandent, devant la masse de la charge de l'administration, d'en faire plus. Quand vous dites, M. Cholet, qu'il faudrait faire 3 scénarios, mais effectivement, c'est des heures de temps passées. Et chaque fois que l'on demande plus de travail administratif, alors soit on met la charge sur les agents qui sont là, soit on embauche plus de monde. Voilà. Et pour embaucher plus de monde, eh bien, effectivement, il faut trouver des ressources financières. Voilà, donc il n'y a pas de vote sur ce débat. Et donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc que le conseil municipal prend acte de ce débat et nous passons aux délibérations suivantes. Alors, frais de représentation du maire. Donc les frais de représentation du maire sont, comme l'année dernière, proposer une enveloppe maximum annuelle de 800 €. Donc je précise bien que c'est une enveloppe proposée qui n'est remboursée au maire que sur présentation des justificatifs qui correspondent à un état de frais. Et ça correspond en général soit au déplacement de type congrès ou salon des maires. Donc on rembourse le billet de train et la nuit d'hôtel et éventuellement les repas, ou comme l'année dernière quand je suis allé chercher le prix de l'école Joséphine Baker à Paris lors du Green Solution Awards. Donc je suis allé à Paris, je suis pas allé au Brésil, ça n'aurait pas suffi. Voilà, donc c'est des frais prévisionnels, encore une fois, ça ne rentre pas directement dans la poche du maire. Alors, donc je vous propose, est-ce que vous avez des questions? Pardon, Madame El Fadi. Oui. Serait-il possible d'obtenir un bilan des dépenses relatives aux frais du mandat du maire du précédent mandat, c'est-à-dire de 2020 à 2006 du coup. Alors, 26, pardon. Au maximum, ce sera 6 x 8, 4 800 €. Mais quelle est votre inquiétude par rapport à ça? Mais le récap de tout ce que vous avez... Vous voulez savoir dans quel hôtel j'ai dormi, non, quel était le prix du Ouigo Non. Alors, je crois qu'on l'a pas utilisé. D'une part, je crois qu'on l'a pas utilisé tous les ans. Bon, mais quel est l'objectif? On parle de 800 € par an, quoi, Madame El Fadi. Bah oui, justement. Bah oui, justement. Je ne sais pas quel est le nombre de chiffres après la virgule du millième. Mais... Et la confiance n'exclut pas le contrôle non plus. Voilà. C'est-à-dire que vous pensez que je suis allé faire la fête à Paris? Non, mais je trouve que votre demande, pour ce montant-là, je trouve que votre demande n'est pas... Je trouve que c'est un peu déplacé. Voilà. Bon, bah, écoutez, on regardera. Ouais, on va voir si c'est une demande, si c'est une dépense obligatoire. Après, vous pouvez aussi faire une demande à la CADA, si on ne vous le donne pas. Mais faites-nous une demande par mail, et puis on verra si on peut vous donner ces éléments-là. Et puis le niveau de détail, est-ce que c'est le niveau de détail ou c'est l'enveloppe? Vous savez que de toute façon, ce ne sera pas supérieur à 800 €.
Voilà. Et ce sera forcément... ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être... Oh non. Alors, Madame Elfadi, par contre, un peu de correction. Ça ne peut pas être supérieur à 800 euros puisque c'est budgété comme ça. Et si vous commencez à faire croire que je dépense plus que ces 800 euros-là, c'est inadmissible. Non, non. Quand je dis à Madame Elfadi, ça ne peut pas être supérieur à 800 euros, vous hochez la tête. Non. Si, Depuis c'est ce quand que vous avez j'ai dit fait, ça? madame. J'ai jamais dit ça. Personne n'a dit ça, monsieur le maire. Et ça, c'est pas sorti de ma bouche Mais on dans doit tous les cas. demander, Bon, il y a aussi les attitudes. Deux salons des maires, on a fait. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Donc, qui est contre cette enveloppe mérifique de 800 euros? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, je vous demande de lever la main pour approuver cette délibération, s'il vous plaît. À l'unanimité, cette somme et cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Alors, délibération suivante. L'état annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux. Alors, donc là, ce n'est pas une délibération que l'on vote, c'est prend acte. Donc, tous les élus ont eu le détail, alors même des années précédentes, ce qui est étonnant, enfin, peu importe, mais normalement, on aurait dû fournir que de l'année, il me semble, ce qui est réglementaire, c'est l'année passée, l'année en cours, mais ce qui permet de voir que là aussi, il n'y a pas d'augmentation par rapport à l'année d'avant, d'ailleurs, puisque c'est au centime près les mêmes montants. Simplement, je crois qu'il y a un élu en moins, donc il y a une dépense qui a baissé pour un élu, hein, puisqu'il n'avait pas fini son mandat, un adjoint. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document-là qui vous a été transmis? Il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, puisque c'est prend acte, le conseil municipal prend acte de cette délibération en toute transparence. Alors, ensuite, donc délibération relative au droit à la formation des élus. Donc, vous le savez, les élus ont droit à des formations qui sont obligatoires pour les élus qui ont des délégations, mais tous les élus ont droit à de la formation et on propose donc d'attribuer au budget cette année un montant de 5 000 euros. Là encore, hein, s'il y avait des besoins supplémentaires importants, puisqu'il faut aussi de la disponibilité, je sais, pour les élus pour se former, ce sera toujours possible par une décision modificative de rajouter quelques milliers d'euros si nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, je la mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie. Je vais aller trop vite. Il reste donc 2 délibérations. Je vais passer la parole à Madame Doussou pour la 31. Bonjour à tous. Nous allons parler du voyage scolaire de 3 classes de CE2 qui a eu lieu à Andernos début du mois d'avril. Il y a eu différents modes de paiement de ce voyage scolaire et la commune a abondé pour 1 500 euros, en plus des participations de la coopérative scolaire, de la IPE et des parents. Donc on vous demande d'approuver l'octroi de cette subvention de 1 500 euros. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération et ce voyage? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Qui est pour? Merci. Donc, à l'unanimité, la délibération 31 est adoptée. Et pour la dernière délibération, je passe la parole à Claire Vinter pour les chèques-cartes. Bonjour à tous. Donc, délibération relative à l'opération chèque-carte. Alors, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que le chèque-carte pour les nouveaux. Donc, c'est un coupon d'accès aux activités sportives et culturelles pour les jeunes artigués âgés de 4 à 18 ans, pour faciliter l'accès aux pratiques sportives et culturelles dans les associations et les lieux culturels de la commune. Un chèque-carte est un coupon d'une valeur de 30 € à utiliser dans les associations sportives et culturelles de la commune. Voilà, donc cette délibération porte sur l'association Arctic Gym qui nous a remis en 2 fois ces coupons. Et donc nous proposons donc un remboursement des coupons restants à l'association Arctic Gym pour une valeur de 330 € représentant 11 coupons.
Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière délibération du jour? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Qui est pour? À l'unanimité, la délibération 32 est donc adoptée. Et donc, avant de conclure ce conseil, je vous donne la date, mais je l'ai déjà donnée, mais pour le public, du prochain conseil qui sera ici même le lundi 27 avril à 19h, donc dans 2 semaines. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonne soirée.